Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Voici les titres. L'ONG togolaise a jeudi présenté lors de la COP28 à Dubaï un projet qui vise le zéro carbone avec le reboisement. L'initiative permettra la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les détails dans ce journal. La société norvégienne Statec et son partenaire H1 Holding ont commencé l'exploitation de 3 centrales solaires photovoltaïques dans la province du Cap-Nord en Afrique du Sud. Cette opération vise à venir à bout des problèmes de délestage auxquels fait face le pays. Et puis l'Amazonie brésilienne a enregistré un meilleur résultat en termes de restauration du couvert végétal avec la baisse de 22,3% du taux de déforestation. Plus de précision dans un instant. C'était les titres. Bienvenue. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral à jeudi vise le zéro carbone avec des espaces et des bergers reboisés au nord du Togo. Présente à la COP28, cette organisation recherche des ressources financières afin de réduire en conséquence les émissions de gaz à effet de serre à travers ces deux projets. Léon Sabo nous en parle dans ce récit. Au cours de la présentation au pavillon de la francophonie à Dubaï, le directeur de l'ONG AGD, M. Sylvain Akati, a expliqué la pertinence de sa vision qui est de lutter contre les changements climatiques en reboisant des espaces forestiers et de berges. Il confie que c'est dans le souci de réduire les gaz à effet de serre que nous avons initié ces deux projets. L'un est de produire plus de 500 000 plants afin de couvrir les 500 hectares et l'autre est de reboiser des berges d'ici 2024. Cela permettra de séquestrer le carbone et de limiter les gaz à effet de serre. Il ajoute que c'est dans cette logique qu'ils ont rencontré certains partenaires et qu'au pavillon de la francophonie à Dubaï, ils ont parlé des perspectives en plus de leur réalisation de 2021 à 2023, notamment les 130 000 plants mis en terre sur les 120 hectares de 2022 à 2023. Ces projets présentés permettront de séquestrer le carbone jusqu'à 250 hectares avec le reboisement qui va aussi permettre de restaurer la biodiversité végétale. Il rassure qu'ils pensent avoir des financements extérieurs et que dans tous les cas, il y a des promesses et qu'ils pensent au nom de l'AGD que ces promesses se concrétiseront pour pouvoir démarrer ces deux projets d'ici l'année prochaine. La déception vis-à-vis de l'accord final de la COP28 est multiforme. Les États insulaires, qui sont en première ligne du réchauffement climatique, n'étaient pas présents dans la salle de plénière au moment de l'adoption du texte. Réunis au sein d'une alliance, ils ont exprimé leur assentiment face à la décision finale qu'ils acceptent malgré tout. Vivas Amana. Les pays particulièrement exposés aux conséquences du réchauffement climatique étaient absents à l'adoption de l'accord final de la 28e conférence des parties sur le climat. Leurs délégués n'étaient pas encore arrivés en séance plénière quand le président de la COP a validé l'accord. Anne Rasmussen, représentant des îles Samoa et président de l'Alliance des petits États insulaires, n'était pas dans la salle au moment où le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, a donné le coup de maillet enterrant l'adoption du texte final. Elle déclare que les délégués des petits pays États insulaires étaient en train de travailler dur pour coordonner les 39 pays qui sont affectés de manière disproportionnée par le changement climatique. Le président de la COP28, qui n'avait plus du temps à perdre et qui n'entendait aucune objection, a déclaré à 7h15 heure universelle l'adoption du texte final, déclenchant des applaudissements de la salle à la grande désolation des délégués des pays insulaires. Après d'intenses négociations, la conférence avait été prolongée de 24 heures. Il n'a fallu que 5 minutes au sultan Al-Jaber pour adopter le texte final invitant les pays signataires à abandonner progressivement les énergies fossiles. Émue par son retard, la représentante des îles Samoa a lu le discours qu'elle espérait avoir le temps de prononcer avant l'adoption du texte. En citant plusieurs paragraphes de l'accord, elle a déclaré redouter sur certains points. Elle affirme que nous sommes arrivés à la conclusion que le changement de cap dont nous avons besoin n'est pas assuré. Il n'est pas suffisant de faire référence à la science pour ensuite ignorer ce que la science nous dit de faire. Nous avons fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin, a-t-elle encore regretté. De leurs applaudissements, de nombreux délégués ont suivi son discours. Malgré leur mécontentement vis-à-vis du document adopté, les États insulaires n'ont cependant pas contesté l'adoption du texte ni sa légitimité.
Mais l'assentiment de ces pays est un élément crucial pour la stabilité politique de l'accord. Parlons toujours de la COP 28. Des jeunes militants du climat à Dubaï sont déçus par le test de compromis lors des négociations sur le climat. La raison évoquée est que cet accord ne va pas jusqu'à demander l'élimination progressive des combustibles fossiles. Pour ces militants, l'accord final devrait être plus exigeant sur la sortie des énergies fossiles. Viva Samana nous en parle dans ce commentaire. L'accord final de la COP28, ovationné à l'issue des négociations climatiques à Dubaï, ne fait pas l'unanimité. Selon des militants écologistes, la nouvelle proposition ne va pas jusqu'à rechercher une élimination progressive des combustibles fossiles, un vœu que plus de 100 pays avaient souhaité et réclamé. Au lieu de cela, l'accord appelle à abandonner les combustibles fossiles dans un système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action au cours de cette décennie cruciale. D'après les manifestants présents à Dubaï, cette transition devait permettre au monde d'atteindre un niveau net d'émissions de gaz à effet de serre de 0 en 2050, conformément au principe de la science du climat. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus. La première chose que nous avons remarqué dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. De jeunes militants ont organisé une manifestation avant la séance plénière de clôture pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive équitable des émissions. Plusieurs formulations des versions précédentes du projet qui avaient le plus contrarié les pays appelant à des mesures radicales pour lutter contre le changement climatique ont été modifiées. Les actions qui auparavant présentées comme facultatives ont été remplacées par un appel des parties à être un peu plus direct. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Rappelons que l'accord final de la COP28, présenté par le Dr Sultan Al-Jaber, a été approuvé au matin du 13 décembre avec de longs applaudissements. La Terre est en passe de battre le record de l'année la plus chaude, mettant en péril la santé humaine et entraînant des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus coûteux et meurtriers. Comment les océans participent à la limitation des dégâts du réchauffement climatique? C'est la question à laquelle la journaliste Lorraine Gublan a essayé d'apporter des réponses. Elle met l'accent sur la neige marine qui permet de stocker le CO2 au fond des océans. Plus d'explications dans ce récit signé Léonce Sabot. Les océans jouent un rôle majeur dans la réduction des dégâts du réchauffement climatique. La journaliste Lorraine Gublan se focalise notamment sur la neige marine. C'est un ensemble de petits points blancs qui virevoltent au fond des mers. Cette neige marine est précieuse parce qu'elle permet de stocker du carbone au fond des océans, explique-t-elle. La dite neige marine se forme à partir des phytoplanctons. Elle précise que ce sont des plantes, des végétaux invisibles à l'œil nu qui vivent à la surface des océans. Lorraine continue en expliquant que comme toute plante à la surface de la planète, les phytoplanctons absorbent du CO2 grâce à la photosynthèse et quand ces planctons meurent, ils tombent tout doucement au fond des océans et c'est ainsi que le carbone tombe également et est stocké durant des dizaines de milliers d'années au fond de l'eau. Elle affirme aussi que cette neige marine stockerait 20% de plus de carbone que ce qu'on estimait jusqu'à présent. Malheureusement, ça ne suffira pas à compenser les quantités de CO2 que nous émettons. Il faudrait donc alors préserver cette biodiversité marine, conclut la journaliste. Les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis le mois d'octobre sont 2 fois plus intenses à cause du changement climatique. Ces pluies ont fait plus de 300 morts, causé des dégâts matériels en ravageant les cultures et le bétail. Ces situations rendent vulnérable la population de la corne de l'Afrique et engendrent la famine. Suivant. Les intempéries qui ont touché l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie entre octobre et décembre ont été l'une des plus intenses jamais enregistrées dans la région. Le changement climatique a entraîné ces catastrophes naturelles qui ont rendu les fortes précipitations 2 fois plus dévastatrices. Tant que la planète continuera à se réchauffer, de fortes pluies comme celle-ci seront de plus en plus fréquentes en Afrique de l'Est.
Selon un rapport du World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes, il est urgent d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus intenses. La pire sécheresse en 40 ans, qui a frappé la région après plusieurs saisons de pluie et d'inondations, ont laissé des millions de personnes dans le besoin en dévastant les cultures et le bétail. Selon un rapport publié jeudi par le Programme alimentaire mondial PAM, les inondations dévastatrices menacent d'aggraver l'insécurité alimentaire dans toute l'Afrique de l'Est. Pour le PAM, les pluies diluviennes avec des précipitations 140% supérieures à la moyenne ont détruit des propriétés, des infrastructures, des cultures et ont fait 2 millions de déplacés en Afrique de l'Est. Le bilan est de 57 morts en Éthiopie, plus de 100 morts en Somalie et au moins 165 au Kenya. Le phénomène El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril 2024. Dans un contexte marqué par le délestage en Afrique du Sud, le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec et son partenaire H1 Holding ont commencé l'exploitation de 3 centrales solaires photovoltaïques dans la province du Cap Nord. Cette exploitation permettra de pallier au manque d'électricité dans le pays. Alessandra Adécombi. Le gouvernement sud-africain souhaitait pallier rapidement la crise d'électricité que traverse le pays en misant sur les énergies renouvelables. Un peu plus d'1 an après le lancement de la construction des centrales solaires photovoltaïques Kenhardt, le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec annonce le début de la production d'électricité dans la province du Cap-Nord. La société norvégienne est prête à produire de l'électricité et à jouer un rôle essentiel dans l'avancement de la production d'énergie verte en Afrique du Sud. Le projet a permis la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques sur une surface de 879 hectares. Les installations sont équipées d'1 million de panneaux solaires d'une capacité combinée de 540 MW ainsi qu'une capacité de stockage de 225 MW sur 1140 MW par heure grâce à 456 unités de batterie. Selon Scatec, les centrales solaires pourront fournir 150 MW d'énergie répartissable de 5h à 21h30 tout au long de l'année au réseau national. Une centrale hybride solaire et de stockage sur batterie intègre les technologies solaires et de batterie, ce qui permet de surmonter les problèmes d'intermittence et de renforcer la stabilité du réseau. Capable de fournir une énergie fiable, lorsque l'ensoleillement est fiable ou inexistant, le stockage intégré améliore la fiabilité globale. La société norvégienne détient une participation de 51% dans les 3 centrales développées grâce au programme d'approvisionnement des producteurs d'énergie indépendants pour l'atténuation des risques. Le reste des parts revient à la société sud-africaine H1 Holdings qui décuple les investissements dans les énergies renouvelables au sein de la nation arc-en-ciel. L'Amazonie brésilienne connaît une baisse de 22,3% du taux de déforestation. Ce meilleur résultat, enregistré en 4 ans, s'inscrit dans la feuille gouvernementale du président Luiz Inácio Lula da Silva de réduire à 0 la déforestation au Brésil d'ici 2030 afin de lutter contre les effets du changement climatique. Suivons ce commentaire pour en savoir plus. Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi dernier une baisse de 22,3% en 1 an de la déforestation en Amazonie. Un meilleur résultat en 4 ans. Mais la sécheresse et les incendies menacent la plus grande forêt tropicale du monde. Selon le système de surveillance de la déforestation PRODES de l'Institut national de recherche spatiale INEP, 9000 km² de forêts primitives ont été détruits entre août 2022 et juillet 2023, soit une baisse de 22,3% par rapport à la période août 2021 et juillet 2022.
une coalition de groupes de défense de l'environnement a accueilli favorablement ces résultats qui mettent les pays sur la bonne voie pour atteindre l'objectif climatique. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé à réduire à zéro la déforestation au Brésil d'ici 2030. Lors d'une conférence de presse pour présenter les résultats, la ministre de l'Environnement Marina Silva a déclaré que l'Amazonie avait été la cible d'une profusion de crimes ces dernières années après un démantèlement complet de la structure de gouvernance environnementale. Selon le gouvernement brésilien, la réduction du déboisement a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2, soit 7,5% du total émis par le pays. Le nord et le nord-ouest du Brésil souffrent d'une grave sécheresse qui a réduit le débit des rivières à des niveaux historiquement bas. D'après un rapport du Centre national de surveillance et d'alerte de catastrophes naturelles, CEMADEN, la situation devrait s'aggraver d'ici 2024 en raison de la forte probabilité de précipitations inférieures à la moyenne et de températures supérieures aux valeurs historiques. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les phénomènes météorologiques extrêmes dégradent les sols et accélèrent l'avancée du désert avec 319 millions d'hectares menacés de désertification. Pour endiguer le phénomène, gouvernements, entreprises et sociétés civiles mettent sur pied une batterie de projets de reboisement. Mais alors, planter permet-il véritablement de lutter contre le réchauffement climatique? La réponse avec Alessandra Adécambi. En Afrique, la dégradation des sols touche 74% des personnes en situation de pauvreté. Cette conséquence du changement climatique occasionne par ailleurs la perte annuelle de 12 millions d'hectares de terre, des suites de la désertification, soit l'équivalent de 23 hectares par minute. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui publie ces données, ajoute que 319 millions d'hectares de terre sont menacés de désertification sur le continent. Il faut aussi rappeler que l'Afrique abrite le plus vaste désert chaud situé dans sa partie septentrionale. Dès lors, tous les moyens sont déployés pour faire face à l'avancée de la désertification et par ricochet, lutter contre les effets du changement climatique. Le reboisement apparaît comme l'une des solutions les plus sollicitées. Selon les experts, le fait de planter les arbres protège généralement le sol et l'aide à conserver ses eaux. Il n'y a pas que le sol qui bénéficiera des avantages de la végétation, le bétail en profitera également de cette végétation. Aussi et surtout, des études démontrent que la photosynthèse pratiquée par les feuilles des arbres permet de stocker le dioxyde de carbone atmosphérique, contribuant ainsi à la diminution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le recours au reboisement comme solution face au changement climatique n'est pas une exclusivité africaine. Il est également à la mode dans le reste du monde. Plusieurs multinationales en ont d'ailleurs fait recours pour compenser leur empreinte carbone. Mais ces dernières années, des études démontrent que la plantation d'arbres est loin d'être la solution face au réchauffement de la planète. Le reboisement n'est qu'une solution parmi tant d'autres, notamment l'efficacité énergétique, la transition vers les énergies renouvelables, la décarbonation des industries et des transports via l'usage de l'électricité verte et des biocarburants. C'est dans cette synergie de solutions que le reboisement peut contribuer efficacement à atténuer le réchauffement de la température à la surface de la planète. Entre 51 et 60% des cours d'eau de la planète connaissent au moins une journée par an en moyenne sans s'écouler. D'après la première cartographie à l'échelle mondiale des ruisseaux, rivières et fleuves permanents et intermites. Ravetumbeko nous en parle. Tous les cours d'eau ne se coulent pas toute l'année. Certains tarissent quelques jours ou quelques semaines dans l'année puis reprennent du débit. Ces cours d'eau irréguliers sont encore peu étudiés. Ils donnent pourtant naissance à des écosystèmes différents, des cours d'eau constants et surtout ils sont de plus en plus nombreux. Selon les chercheurs, ces politiques qui considèrent encore souvent tous les cours d'eau se coulent en continu sont rarement adaptées.
Elle conduirait du fait d'un pompage trop important, de la pollution ou de la surpêche à des dégradations rapides des cours d'eau. Les raisons d'assèchement des rivières sont multiples. Les échanges eau souterrain rivières s'avèrent cruciaux dans le fonctionnement des rivières. Le manque de précipitations, la réduction de la nappe phréatique, des parties de certains cours d'eau disparaissent régulièrement au cours de l'année. Cependant, il est important de protéger les rivières et pour ce faire, diverses stratégies peuvent être adoptées. Récupérer l'eau de pluie par exemple, planter des arbres, éviter de cimenter les surfaces qui peuvent rester en terre, installer des toits verts pour réduire le ruissellement. Prouver l'utilité d'une rivière consiste également à la protéger. Les cours d'eau sont dotés d'une importance énorme. Les fleuves et les rivières favorisent la biodiversité. Les rivières, ainsi que les eaux et les nutriments qu'elles transportent, alimentent les forêts, les zones humides et d'autres habitats terrestres et abritent un grand nombre de plus de 100 000 espèces d'eau douce selon le Fonds mondial pour la nature. Ainsi s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Green TV International. Excellente semaine à tous.